Merci à vous d'être là. J'ai un peu envie de dire qu'on est en si petit comité qu'il ne faut pas hésiter à être interactif. J'ai préparé quelque chose autour des diptyques consulaires. Je suis toujours très heureuse de partager ce sujet avec ceux qui veulent bien s'y intéresser. Et écoutez, je vais être un petit peu, peut-être assez libre dans mon propos. Le fait que le serrage soit si petit, c'est très impressionnant parce que ce matin, par contre, il y avait énormément de monde. Donc, ça fait une respiration très différente. Donc, j'ai un peu envie de l'aborder de manière moins solennelle. Cependant, nous sommes partis pour une petite heure, pour essayer de ne pas trop prolonger, sur un sujet qu'Éric de Chassey a proposé dans une requête de sa part, comme faisant partie de ce sujet, cette thématique peuple du festival, en me laissant le champ totalement libre. Et il m'a semblé que le célèbre adage de la satire 10 de Juvénal, pain et jeu du cirque, panem et circenses, littéralement, qu'on résume le plus souvent sous l'aphorisme du pain et des jeux, était une entrée possible dans ce concept qui n'est pas si aisé finalement pour les périodes médiévales, presque de manière très, très aiguë, mais même pour la période antique, qui est cette notion de peuple. Donc voilà comment je me trouve à essayer avec vous de prendre un axe assez singulier dans cette thématique commandée par l'INHA, qui était à la fois peuple et à l'intérieur de peuple jeu, par le tropisme de ces scènes très particulières qui s'inscrivent sur ces diptyques consulaires. Vous le savez sans doute, j'imagine que vous êtes assez initiés si vous êtes suffisamment courageux pour être là ce soir. Donc pardon si j'ouvre des portes que vous avez déjà largement ouvertes vous-même, mais vous n'êtes pas sans ignorer que les images de cirque, tant sur les peintures murales que sur les mosaïques de l'époque romaine, sont assez nombreuses, tout comme sont très nombreux les objets découverts en contexte archéologique qui soient afférents à ces jeux du cirque. Il m'a semblé intéressant de me pencher aujourd'hui sur ce corpus plus singulier et plus limité qui exploite cette iconographie par le substrat de la connotation populaire du jeu à des fins très politiques, puisqu'en effet, ma petite problématique de ce soir, c'est de vous montrer comment ces diptyques incarnent une forme de résistance du pouvoir romain dans les dernières décennies et les derniers siècles de l'Empire face à ces temps nouveaux, et singulièrement à l'intérieur même de l'Empire, cette émergence du christianisme, comment par les arts somptuaires et par la geste de très longue durée du titre politique de consul, mais également de la pratique de ces jeux du cirque, le pouvoir tente, autant qu'il le peut, d'affirmer un continuum qui lui permet de garder toute légitimité à un système à ce moment-là vieux de près d'un millénaire. Ce qui me permettait aussi de le proposer, c'est que le corpus de diptyques qui sont encore portés à notre connaissance en ivoire, qui comportent ces scènes de jeux du cirque, est suffisamment limité pour que, sans que nous allions ensemble jusqu'à réveillonner, nous puissions en avoir une vision à peu près exhaustive. Pour mémoire, pour le cas où vous ne l'ayez pas tout à fait à l'esprit, le règne de Constantin Ier inaugure une période artistique au sein de l'art romain qui, tout en épousant les profondes mutations inscrites sous son règne, à commencer par les mutations politiques et religieuses, se caractérise résolument par une forme de fidélité aux origines gréco-romaines de ce système politique qu'est l'Empire romain. La sculpture, et ici pour aujourd'hui pour nous singulièrement la sculpture sur ivoire, nous offre donc un très précieux témoignage d'un art qui est à la fois profondément renouvelé, mais qui tire néanmoins ses sources dans les plus hautes périodes de l'Empire, et même précédemment des périodes républicaines et du début du royaume à Rome. Alors, évidemment, il est de tradition pour tous les historiens de l'art et tous les étudiants de ce bas empire, comme on l'appelle, ou de cette période tardive de l'Empire, de dire, ensuite, finalement, à la suite de la manière dont Bianchi Bandinelli l'a très bien exprimé, que l'art exprimé durant le règne de Constantin Ier, mais aussi ceux de ses successeurs, est résolument un art holique, au sens où l'on a une forme d'expression très particulière dans les arts, de monumentalité artistique d'une part, mais également un registre très singulièrement imprimé dans les arts somptuaires, qui n'apparaissent pas bien sûr à cette période, qui appartiennent à tout le champ de la chronologie de l'art romain. Mais ces arts somptuaires sont épanouis à partir de Constantin en deux pôles, Orient-Occident,
puisqu'il y a bien sûr l'art à Rome, mais également l'art de la seconde Rome, qui est fondée, comme vous le savez, le 11 mai 330 sur les rives du Bosphore, sur un site qui existe comme port grec depuis le 8e siècle avant notre ère et qui s'appelait Byzantion. Ces médias artistiques renouvelés, cette pratique artistique qui va d'Orient à Occident, n'est pas sans nous laisser parfois dans des hésitations fortes, nous les historiens de l'art, sur les lieux précis de création de certaines œuvres. Je vais y revenir dans quelques minutes. Si nombre de ces médias artistiques des arts somptuaires du IVe siècle, tels l'argenterie ou la glyptique, s'inscrivent évidemment dans une continuité des techniques de l'art depuis les origines gréco-romaines et pratiquées sous toutes les dynasties qui précèdent dans l'histoire de l'Empire romain, l'ivoire connaît clairement, indéniablement, au IVe siècle, un développement singulier, sous le règne donc des Valentiniens, puis des Théodosiens. Alors, comme vous le savez sans doute, l'art de l'ivoire, c'est peut-être une des plus anciennes expressions techniques, un des plus anciens médiums artistiques qui ait été utilisé dans l'histoire de l'humanité. Ivoire au sens large. Si l'on va chercher dans l'art paléolithique, on en trouve des exemples absolument insignes, avec l'ivoire de mammouth, pour commencer. Et ensuite, la pratique de l'art de l'ivoire n'est jamais oubliée dans aucune civilisation. Par contre, elle est extrêmement dépendante de la possibilité d'obtenir le matériau dont on a besoin. C'est sans doute une des explications de ce développement, au moment même où, se tournant résolument vers l'Orient dans son système politique, Constantin rouvre des routes aisément, qui sont les routes naturelles pour alimenter les ivoiriers, et qui sont de deux sortes, comme vous le savez, qui sont soit asiatiques, avec les éléphants d'Asie, puisque je vais vous parler d'ivoire d'éléphant, ou africains, avec les éléphants d'Afrique. Donc on est en train de parler de la route de la soie et les routes ouvertes par Alexandre le Grand, qui reviennent vers le Proche-Orient, vers Palmyre, ou bien le port d'Alexandrie. Comme je dis toujours, plus on ne sait pas faire, puisque ça, quand je suis envers des étudiants, je leur explique toujours qu'aucune analyse scientifique ne peut nous dire d'où vient Babar. On ne sait pas s'il est africain ou s'il est asiatique, on ne peut pas le caractériser. Par contre, on peut avoir un indice très fort par la taille de la plaque d'ivoire utilisée, puisque les défenses d'éléphants africains sont beaucoup plus grandes que les défenses d'éléphants asiatiques. La datation est tout aussi problématique, puisque, comme vous le savez, sans doute, elle est inféodée à un prélèvement assez important. Il est donc, quand on a une tablette comme celle que vous avez sous les yeux en image d'ouverture, toujours un peu gênant de pratiquer une carotte d'1 centimètre de diamètre, donc les datations résistent un peu parfois à notre sagacité. C'est pourquoi les ivoires, et singulièrement les diptyques consulaires, qui ont connu une grande mode lorsqu'on les a redécouverts à partir du XVIIIe siècle, ne sont pas sans être parfois brouillés par des présomptions de faux. On va parler tout à l'heure d'un consul extrêmement généreux qui s'appelait Arrebindus. Sachez qu'il y a plusieurs sur le marché de l'art qui sont passés, peut-être dans certaines collections publiques, des diptyques d'Arrebindus qui sont suspects. Parce que, tout simplement, les analyses scientifiques simples et non destructives sur l'ivoire sont difficiles à pratiquer, qui dateraient précisément la date d'abattage de l'animal. Ceci pour poser un peu la question du matériau. Alors, je vais commencer mon propos. J'ai commencé un peu plus tard, mais je vais essayer de tenir en moins d'1 heure pour qu'on ne soit pas tous retenus trop longtemps, par une petite mise en contexte de la création de ces ivoires romains. Vous verrez qu'ils illustrent et ils portent le propos qui rejoint cette idée du jeu et du peuple par l'idée du syncrétisme religieux et artistique, en entrant, aussi vite que je le peux, dans l'iconographie précise des jeux sur certains de ceux-ci, et en vous en présentant un petit catalogue. Nous commencerons donc par le rappel, au travers de ce développement du matériau ivoire, par les dates, les chronologies qui nous permettent de repérer que la pratique est intense. C'est toujours en creux qu'on voit ces choses-là. C'est ainsi que lorsqu'on lit dans le Code de Théodose, au chapitre 15, l'ordonnance somptuaire 9, il est dit que les diptyques peuvent être consulaires, peuvent être offerts dans le cadre du moment de leur accession à leur charge. C'est donc une proposition d'une relative sobriété dans le geste qui consiste à offrir les dix diptyques. C'est très important pour nous parce qu'on sait ainsi qu'en 384, cette pratique est attestée et l'on a ainsi le moyen de suivre à partir de la fin du IVe siècle jusqu'en transposant de Rome à Constantinople jusqu'au VIe siècle, jusqu'à la fin de la pratique du consulat.
On va donc parler de ces diptyques. Vous savez sans doute que ça vient d'un mot grec, diptykon, qui signifie plier en deux. Ce sont tout simplement 2 plaques d'ivoire qui sont évidées sur leur revers, creusées en leur revers, et qui permettaient ainsi d'imposer avec de la cire, un aplat de cire dans la cuvette, afin d'être vraiment un livre à l'intérieur duquel on compose un texte, ou parfois une sorte de boîte qui peut contenir un papyrus ou un parchemin, qui est donc toujours dans l'usage lié intrinsèquement à l'idée de littérature. C'est donc un objet très élitaire, de fait, par le matériau et par l'objet même de sa fonction, mais qui là va se trouver joué d'une image comme fantasmée du peuple romain et de son ancestralité. Aujourd'hui, vous les voyez souvent uniques dans les musées. Vous voyez plus souvent, on va avoir des diptyques aujourd'hui, des feuilles de diptyques. Vous voyez plus souvent des feuillets de diptyques, tout simplement parce qu'ils ont joints à l'origine par des charnières en métal précieux ou bien en lanière de cuir. Ils ont été séparés au temps de leur histoire, souvent remployés en plat de reliure au Moyen-Âge. Et puis ensuite, dans des cadres de vente, c'était évidemment plus rémunérateur de vendre 2 morceaux qu'un seul. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas toujours les diptyques en leur entier. L'usage de tels diptyques sous l'usage consulaire, et nous verrons ensemble qu'il en existe des non consulaires ou des moins clairement attachés à un consul précis, a donc existé, comme je vous le disais, clairement à partir de la fin du IVe siècle. Mais pour ce qui est de la fourchette chronologique de l'historien de l'art, nous avons 2 jalons. Je dis toujours aussi aux étudiants que finalement, ces diptyques consulaires, que lorsqu'on identifie par l'épigraphie le consul, c'est vraiment l'histoire de l'art pour les nuls, parce qu'on a la date. Le grand fantasme de l'historien de l'art, c'est la datation, un des grands fantasmes. Il y en a beaucoup d'historiens de l'art, de fantasmes, mais alors là, c'est un rêve. On a la date, on a presque le jour, et on a l'œuvre. À partir de là, on peut s'accrocher en termes d'analyse stylistique de manière très solide. C'est donc un confort énorme. Donc le plus ancien qu'on connaisse à ce jour, il est de 406, je vais vous le montrer, avec le diptyque du consul Probus, et le plus récent que nous connaissions, alors même qu'il n'est pas tout à fait le dernier consul de l'histoire de Constantinople, c'est en 540 avec un feuillet de diptyque de Justinus. Voici, pour commencer mon propos, le plus ancien d'entre eux, donc, qui est ce feuillet de diptyque consulaire à gauche de Dionysius Praetonius Probus, qui est donc daté de la date de l'accession à son rôle de consul, à son statut de consul en 406, avec une formulation qui n'est pas la plus typique de ceux que l'on connaît postérieurement, puisqu'il ne se représente pas lui-même, mais il se présente comme l'esclave de l'empereur Honorius, qui est représenté sur le côté orné du diptyque. C'est ce dernier, le 3e empereur de la dynastie des Théodosiens, est portraituré avec son nom inscrit sur l'auréole qui encadre son visage, et il porte le vêtement militaire traditionnel avec l'ornementation de sa cuirasse avec un gorgonéion, et il est également dans une double acception de revendication, et ça c'est commun avec ce que je vais vous dire sur les jeux du cirque, une communication visuelle qui est extrêmement ancrée dans une tradition. Mutatis mutandis, nous sommes dans la suite de la représentation de l'empereur en cuirasse depuis l'Auguste de Prima Porta, pour prendre le portrait insigne en vêtements militaires du début de l'histoire de l'Empire, et cette extraordinaire sculpture, probablement réplique en marbre d'un bronze aujourd'hui disparu, qui nous figure Auguste portant littéralement la succession d'aînés par sa représentation en militaire. Donc voici l'ancrage, voici la revendication de l'absolue fidélité à l'origine de l'histoire, en même temps qu'il est inscrit sur le diptyque, sur le panneau surmontant sa lance, qu'on appelle un vexillum, toujours vainqueur au nom du Christ. Tout est dit, cette sorte de dichotomie entre la revendication de la fidélité à l'histoire ancienne, parce que c'est la condition de la survie finalement, face à ce peuple chrétien qui représente la révolte, et qui de ce point de vue-là est un des sujets populaires de l'histoire de Rome de la fin de l'Antiquité, mais en même temps cette appartenance à cette même religion qui sème d'une certaine manière perturbation profonde depuis à ce moment-là, rappelons-le, plus de 2 siècles. Souvenez-vous que les premiers martyrs, c'est le 2e siècle, et singulièrement sous le règne de Marc Aurèle. Et donc c'est une histoire qui commence déjà à être ancienne au moment où ces œuvres sont créées. Une œuvre qui est toujours conservée dans le trésor de la cathédrale d'Aoste, ce qui m'amène, c'est une petite digression par rapport au propos général, à vous redire
que les ateliers de création, c'est la même histoire beaucoup plus tard avec les ateliers carolingiens, sont probablement intrinsèquement liés à une activité régalienne et impériale. Les artistes doivent pouvoir bouger, mais l'on a un faisceau, une présence assez importante en Italie du Nord de ces diptyques qui nous font supposer qu'il y a eu des écoles de sculpture, peut-être à Milan. Je vais vous montrer un exemple à Monza dans quelques instants. Et puis, je vous ai mis à droite un autre diptyque, le plus récent que nous connaissions, celui de 540, qui, lui, est ici pour vous montrer tout le spectre chronologique, et présente le consul Justinus dans un décor de médaillon avec un accompagnement qui est l'expression d'une sorte de leitmotiv de représentation dans les diptyques sur lesquels je ne m'attarde pas puisqu'on est un peu plus loin de notre sujet. Revoici donc notre ivoire de Brescia, et toujours à Brescia, et de façon singulière, c'est pour ça que je vous l'ai remontré avant, dans une typologie artistique qui est extrêmement proche, à la fois dans le traitement de l'ivoire. Pardon, la photo n'est pas très bonne, elle est prise dans des ouvrages. L'ivoire est assez mal documenté sur le net ou en image, à moins d'avoir Scala écrit en énorme au milieu. Et c'est un feuillet qui est donc rapproché artistiquement parlant du premier que nous avons vu. Nous sommes donc probablement autour de 410, puisque 406 est la date du précédent. Et nous sommes dans un contexte, étant donné que l'objet est resté à Brescia, qui peut être le même quant aux origines de création, ou en tout cas de conservation longue de l'objet. Il est au cœur de notre propos directement. Il exprime une scène d'hippodrome, comme vous le voyez très nettement, sans doute le Circus Maximus, puisque nous sommes dans les années 410, dans lequel est en train de se tenir une course. Et dans la tribune d'honneur, nous avons non pas un consul, mais probablement un des sénateurs de la famille Lampadiorum, dont l'épigraphie est inscrite de manière parcellaire, mais ne souffre pas le doute quant à l'identification de la dite famille, qui est une famille importante de Rome et qui a compté plusieurs sénateurs, dont certains dans les années 410. On pense ici immédiatement à ces lignes de Pline le Jeune, donc au 1er siècle de notre ère, dans une de ses lettres qu'il adresse à son ami Calvisius, où il dit « C'était les jeux du cirque, genre de spectacle qui ne me séduit à aucun degré ». C'est une lettre où il explique qu'il préfère énormément l'activité en littérature, à lire. Donc ça ne me séduit à aucun degré. Là-dedans, rien de nouveau, rien de varié, rien qui ne soit assez d'avoir vu une fois. Aussi suis-je étonné que tant de milliers d'hommes soient repris de temps en temps, comme de grands enfants, du désir de voir des chevaux lancés à la course, des cochers debout sur les chars. La présence sur un ivoire comme celui-ci, de ce double registre qui va être ce que nous allons voir maintenant dans les feuillets que je vous montre, du dignitaire dans l'ancrage d'une fonction qui précède même l'histoire impériale, qui est une fonction des origines de Rome, et d'une pratique qui est authentiquement romaine, lorsqu'on parle de l'héritage gréco-romain, lorsqu'on va parler des jeux du cirque et des gladiateurs, on va parler d'une pratique authentiquement romaine, ici d'une pratique qui appartient à l'héritage des Grecs, avec les courses de quadriges. Eh bien, l'on revendique doublement l'ancienneté de l'histoire et, de ce point de vue-là, la solidité du pouvoir. Lorsque je parlais de cette montée en interne, de cette puissance en interne d'idées différentes, j'exprimais bien sûr toute cette communauté paléochrétienne éminemment populaire. Donc, en ce sens, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité parler de ce sujet, mais également cette présence à l'intérieur de l'Empire de ceux qui ne sont plus des barbares puisqu'ils sont dedans. Comme vous le savez, le terme de barbare n'est pas commun entre les Grecs et les Romains. Pour les Grecs, c'est ceux qui ne parlent pas leur langue, barbaros. Breu, c'est de là que ça vient. Mais pour les Romains, c'est ceux qui sont en dehors de la frontière. À partir du moment où on est dedans, on le devient. C'est une acception tellement différente qu'il faut toujours, me semble-t-il, la rappeler à l'esprit. Et ces peuples qui viennent du dehors, comme éminemment ce personnage de Stylicon que vous voyez ici sur un diptyque conservé à la cathédrale de Monza, va assez largement épouser justement la nouvelle religion, montrant par là les connexions évidentes dans cette puissance, je vais un peu jouer du thème du Festival d'Histoire de l'Art, mais largement populaire, incarnée par le peuple, et des stratèges qui rentrent à l'intérieur du pouvoir romain, jouant le jeu de peuples venus de l'extérieur et jouant le jeu puissamment de l'allégeance à la nouvelle religion. C'est un peu l'histoire qui se raconte sur ce diptyque extraordinaire, au demeurant, d'une facture qu'on imagine également d'Italie du Nord, peut-être Milan, et qui nous représente des personnages qu'on a pu identifier assez
de manière assez certaine comme étant Stylicon, donc un Vandale qui fut élu consul en 400 et a été le précepteur de l'empereur Honorius, que je viens de vous montrer. Et celui-ci, Honorius, a fini par assassiner Stylicon. Et Stylicon a été marié à la nièce de l'empereur Séréna, qui serait ici figurée avec leur fils Euchérius. Honorius lui-même, qui a épousé une byzantine et qui était chrétien, a incarné par son histoire personnelle l'alliance Orient-Occident. C'est une œuvre très importante pour le jalon de cette romanisation des barbares arrivés à Rome, toujours avec les guillemets, arrivés à la fin du IVe siècle. Stylicon a été accueilli en triomphe à Rome. Il est donc une des incarnations les plus importantes de l'intégration dans le système politique romain de ces peuples de l'extérieur. Et la façon de prendre la main sur cette commande somptuaire est aussi l'attestation de son appartenance à cette culture. Formule donc ces diptyques qui sont une résonance traditionnelle à l'intérieur d'un nouveau système. Vous allez vous dire que je ne vous montre pas de jeu, ils arrivent. Mais pour montrer tout le contexte du propos, ici, un autre diptyque créé autour de 400, nous le savons précisément, puisque nous connaissons le moment de l'alliance des deux familles, tout à fait somptueux, qui est aujourd'hui séparé en deux parties disjointes en termes de collection publique. Vous avez à gauche l'exemplaire qui est intégré dans le musée de Cluny où je travaille, et à droite, l'exemplaire du Victoria and Albert Museum. Alors, tout de suite, on peut se demander pourquoi un état si différent. Pour vous le dire, parce que la question est forcément très légitime, sachez que ce diptyque est très bien connu par une gravure, puisqu'il avait été intégré dans un somptueux reliquaire orfévré au XIIe siècle, dans l'abbaye de Moutier-en-Der, dans l'est de la France, dans le diocèse de Langres. Et au moment de la Révolution, le reliquaire a été dépareillé, l'orfèvrerie fondue et les pierres volées, et les plaques séparées entre elles. La première a été récupérée par un habitant de Moutier-en-Der et qui le vend aussitôt à un antiquaire londonien, ce qui explique qu'il soit présent au Victoria and Albert Museum dans un état relativement décent, moyennant les altérations liées à l'arrachage du reliquaire. Quant au second, celui qui a intégré plus tard le musée de Cluny, il a été vandalisé et jeté dans un puits par un habitant de Moutier-en-Der. Mais comme on le savait et que le bruit de l'acquisition du côté anglais de l'Haute-Feuillée a été propagé, on est allé le rechercher au bout de 12 ans. C'est pas beaucoup, mais ça a suffi. D'abord, on l'a trouvé en plusieurs morceaux pour qu'il y ait cette couleur noire qui fait penser, qui laisse à croire à certains qu'il a été brûlé. Pas du tout, il a simplement connu l'eau et la boue du fond d'un puits pendant quelques années. Ces deux plaques comportent des inscriptions qui sont des inscriptions de familles romaines, les Nicomaques côté parisien et les Simaques côté anglais. C'est ainsi qu'on sait que ces deux puissantes familles romaines, dont on connaît les alliances par le mariage autour de 400, nous amènent à une datation très précise de l'ivoire, des deux plaques d'ivoire. Et sur ces deux scènes, vous voyez bien que le sujet n'est pas chrétien mais bien païen. Sur la scène du musée de Cluny, nous voyons une prêtresse de Cérès portant la torche qui s'apprête à raviver une flamme sur un autel qui est dédié à Cybèle, ce qui est suggéré par la présence du pain à l'arrière-plan, qui est l'allusion au pain sacré des rites de la divinité Cybèle, la divinité phrygienne, qui est un rite très puissant au IVe siècle, dans tout ce jeu aussi d'acceptation par le système impérial romain d'un peu toutes les religions, sauf la chrétienne, pendant longtemps, jusqu'à ce que l'édit de Milan autorise enfin la liberté de culte. Et en haut du cadre, dans cette tabula ansata, comme on appelle cette tablette rectangulaire ornée de queue d'aronde qui surmonte les diptyques, le nom de Nicomaque, alors que du côté londonien, c'est une autre prêtresse qui manipule très clairement une boîte contenant de l'encens et qui, elle, est devant un arbre sacré qui pourrait bien être l'arbre sacré de Jupiter avec une couronne de lierre et une évocation également avec un enfant et un cantar d'un culte probablement bachique. Un diptyque qui donc annonce résolument l'ancrage de la famille dans un culte païen.
C'est amusant parce que je ne sais pas si peut-être vous, madame, vous étiez ce matin dans la salle lorsque je faisais la communication, vous aussi, c'est finalement toujours la même histoire. Et ça, c'est quand même assez sympathique. Et j'étais tout à fait d'accord avec Jeannette qui disait, pardon pour ceux qui n'y étaient pas, mais on parlait de cette manière de se réserver tous les possibles en étant dans l'allégeance aux deux religions, en fait. Et c'est très symptomatique dans les tombes vikings. Et c'est symptomatique aussi dans le monde mérovingien avec des croix portant, on a montré dans les tombes mérovingiens une croix avec abracadabra marquée partout qui a été trouvée dans la cathédrale de Lausanne. Donc il y a ce côté-ci aussi. Et on connaît très bien avec une autre famille tout aussi puissante que les Nicomaques et les Simaques, qui est la famille de la jeune Proiecta, qui est la femme qui a été inhumée, enfin pas inhumée non, c'est une erreur ce que je dis, une femme qui possédait le trésor qui a été trouvé sur la colline de l'Esquina, mais qui est un trésor d'enfouissement et pas une tombe. Et Proiecta, il y a à la fois des objets en orfèvrerie qui montrent son allégeance au monde chrétien, et elle est connue comme une jeune chrétienne, et en même temps, il y a des représentations de Vénus dans son coffret de toilette, etc. Tout ce petit monde a à peu près eu toutes les chances de connaître Saint-Augustin. Je rappelle toujours ça pour mémoire aux visiteurs qui n'ont pas à l'esprit que Rome n'est pas une si grande ville et que donc les premiers pères de l'Église sont les contemporains de ces Romains. Et ça nous met en perspective aussi les écrits très forts qui ont été écrits en ces temps-là et qui pratiquent aussi une nouvelle manière d'envisager le monde, mais terriblement ancrée sur notamment les philosophes. Et j'ai évoqué tout à l'heure Juvénal, également tous les auteurs pamphlétaires. J'avance un peu, mais voyez que mon sujet se rapproche quand même du thème principal dans la mesure où j'essaie de vous sensibiliser à cette revendication traditionnelle impériale qui se fait de façon assez condescendante, finalement très élitaire, vers ce qui plaît au peuple. Et le peuple aime ce qui lui rappelle ces traditions qui viennent des temps les plus anciens. Un autre diptyque pour arriver en douceur vers mon sujet, qui est celui de Probianus, je vais passer un peu plus vite parce que l'heure avance, qui est ici figuré trônant, c'est pour la posture, la typologie de représentation que j'ai pris ce diptyque de transition. On le voit ici, entouré de fonctionnaires probablement. Probianus était non pas un consul, mais un personnage très important de Rome. Il est ici en train de décrire des ordonnances autour de fonctionnaires qui semblent l'acclamer. Et cette formulation dans un décor architectural nous indique que ce vicaire de la ville de Rome se met ici en posture d'avoir, tel un consul, pu offrir un coffret. Parmi les décisions politiques de Constantin, nombreuses qu'on lui connaît, il en figure une en 325 qui initie la suppression des sacrifices humains dans les jeux du cirque, c'est-à-dire les combats de gladiateurs, laissant le champ aux combats d'hommes, nommés des belluaires préférentiellement, contre les animaux. Ces chasses dans les amphithéâtres ne sont pas du tout chose nouvelle, je vais y revenir dans quelques instants. Mais s'achevait quand même là une tradition de plusieurs siècles. Et évidemment, souvenons-nous par exemple du goût développé par Suétone qu'avait Néron pour aller allonger dans une tribune de bois un peu cachée, regarder les gladiateurs s'entretuer. Mais évidemment, par là, sous le truchement de cette suppression et cette interdiction des combats de gladiateurs, cessaient les martyrs chrétiens également qui ont eu lieu dans les mêmes lieux et qui ont rythmé la vie des amphithéâtres, comme je vous le disais, singulièrement à partir du IIe siècle. C'est donc dans un contexte exclusif de ce qu'on appelle une vénatio, une chasse, que se trouve le déroulement sur nos diptyques consulaires des jeux qui nous intéressent aujourd'hui. Ces jeux, ce sont ceux que le consul offre le jour de l'accession à sa charge. Dans le Circus Maximus ou dans le cirque de Constantinople, il offre ainsi au peuple ce qu'il aime le plus, des jeux au sens large, à la fois des jeux de chasse et des jeux dangereux, si j'ose dire, mais également une succession de concours artistiques, par exemple, qui se déroulent dans les lieux de spectacle. Cette offrande de spectacle résolument assumée comme un cadeau au peuple qui se déroule sur plusieurs journées, prenez à nouveau Suétone, projetez-vous dans sa vie de César et vous y verrez qu'il y relate très clairement l'offre de Jules César au peuple de Rome dans le même type de geste, avec notamment un développement sur les animaux sauvages pour les jours qui sont consacrés à la chasse. Je vous montre ici le diptyque de Boëtius, qui est conservé lui aussi à Brescia, qui ne manque pas de très beaux diptyques. C'est un consul, Boëtius, qui appartenait à l'élite chrétienne
de la fin du 5e siècle, qui est lié à la famille de Saint-Grégoire. Et vous le voyez ici représenté dans ce manteau consulaire qui est la trabée, très richement brodé, orné. Là, si vous avez à l'esprit quelques tissus byzantins, vous voyez tout de suite à quoi ça pouvait ressembler. Et il tient le sceptre de sa main gauche et de sa main droite ce petit bout de tissu qui porte un nom, nous le savons par la littérature, qui est la mappa, qui est le tissu que le consul jette dans l'arène pour lancer le signal du début des Jeux, et ce, à Rome, depuis la période républicaine, et à Constantinople, ensuite dans l'Empire romain d'Orient. Par extension, la mappa devient donc sur l'image l'attribut de la charge de consul. Mais ici, sur notre feuillet senestre, ou à droite de l'image, pour être plus simple, il est clairement donc la connotation que nous sommes au cirque. Même si vous ne voyez pas le cirque est bien là en arrière-plan, dans ce diptyque qui a été souvent interprété par les historiens de l'art comme n'étant pas très adroit. Du coup, c'est forcément pas romain, mais c'est provincial, Italie du Nord, voire plus loin. En même temps que quand on le regarde bien, il y a une extrême ambition dans la représentation du mouvement du jet de la mappa, et cette hardiesse perspective explique peut-être que le sculpteur ait eu un peu de mal. Donc voilà un premier consul qui lance les Jeux du cirque en 487, probablement à Rome, et voici la version à Constantinople en 506 du consul qui a été le plus prolixe, si l'on en croit, par statistique, les diptyques consulaires qui nous restent aujourd'hui, puisque c'est celui qui a l'avantage d'avoir le plus de diptyques qui soient conservés encore dans les collections publiques, et en mettant de côté les faux, peut-être qu'il y en a qui m'échappent, de faux, je veux dire, d'originaux sans doute peut-être aussi, s'il en sort de nouveau à notre connaissance. On en connaît 2 au musée du Louvre, mais qui présentent juste dans un motif de médaillon à Rebindus, on en connaît un dans la cathédrale de Lucques, un au Landesmuseum de Zurich, un à l'Ermitage, et enfin un au musée de Cluny et un au musée des Beaux-Arts de Besançon, qui sont ces deux derniers qui nous intéressent plus spécifiquement quant à leur iconographie. Sous le cartouche, la tabula anceta qui nous indique son nom, Arebindus est ici très clairement représenté dans sa tribune de cirque, entre 2 appariteurs. Il est en train de lancer la mappa dont je viens de parler. Il tient le sceptre de sa main gauche sur un trône aux pattes de lion, toujours vêtu de la trabée consulaire. Et ce lancement des Jeux est incarné par une inscription en 2 registres, comme le précédent exemple que je vous ai montré, avec un travail de représentation la plus naturaliste possible de l'arène en hémicycle. Le peuple, les spectateurs sont autour de la représentation de l'arène et au centre, dans une vision un petit peu désordonnée, comme posée en 1000 fleurs, une scène de chasse qui nous montre d'une part des ours et d'autre part des fauves lions et les gladiateurs qui sont en train de lutter contre ces bêtes sauvages. La représentation ici du public populaire venu partager le jeu doit inclure les belluaires qui sont à l'œuvre, qui font aussi partie de ces acteurs de la vie romaine qui participent de l'ancestralité de la scène. Ce diptyque, avec cette représentation très singulière de l'arène, n'est pas unique, mais est absolument exceptionnel quand même dans la dimension d'essai naturaliste. On lui connaît des contrepoints, artistiquement parlant, plus fort et plus réussi encore. J'en veux pour preuve ce chef-d'œuvre absolu du musée de l'Ermitage, qui n'est pas rattaché à un consul, puisqu'il est un épigraphe, donc on ne connaît pas le contexte de création, mais nous sommes ici devant le même type de scène, une scène de Vénatio. C'est un ivoire qui est passé par la collection Basilevski et qui est maintenant donc conservé à l'Ermitage, et vous avez ce même système tournoyant de représentation des belluaires en train de combattre des animaux dans un spectacle d'amphithéâtre. Nul n'est besoin ici d'avoir le contexte d'un empereur ou d'un consul ou d'un sénateur en train d'assister au jeu. Nul n'est besoin non plus de rappeler la dimension populaire. Le diptyque parle de lui-même probablement pour celui qui a l'honneur de la posséder dans sa collection. Et ce combat, sous forme de duel entre un homme et un animal, forme également, met en branle également dans l'imaginaire tous les combats héroïques de la mythologie. Il y a donc forcément une forme de syncrétisme dans une représentation de chasse qui va avec une représentation de guerre, toujours synégétique et représentation de la guerre, qui marchent ensemble. C'est dire la profondeur du programme décoratif de ces diptyques, qui ne sont pas
anodins, alors même qu'ils sont probablement liés à un événement très particulier du jour d'une accession à une charge. On y joue la musique de l'éternité du système. Sur le deuxième feuillet d'Arébindus qui comporte des jeux du cirque, nous avons l'autre volant de ces activités, puisque vous reconnaissez presque l'homme, en fait ils sont très stéréotypés. Là encore, il y a toute une dimension extrêmement singulière entre la formulation très hiératique et stéréotypée du consul assis sur son trône, un peu figé dans son habit de soie, dont les effets devaient être particulièrement rehaussés par des éléments de couleur, hein, qu'il faut bien avoir à l'esprit, y compris pour les ivoires, les yeux un peu exorbités qui appellent quelques incrustations. On a trouvé des perles parfois incrustées sur certains ivoires comme ceci. Et la dimension naturaliste de la représentation des spectateurs et de ce qui se joue dans l'arène. Ici, ce n'est pas une scène de cirque au sens des jeux de combat, c'est une scène de remise de couronne à un certain nombre de personnages. Et lorsqu'on voit, quand on regarde dans le détail, qu'il y a une coupe dans les mains d'un personnage, on peut supputer qu'il s'agisse ici de la célébration et de la récompense pour un certain nombre d'artistes qui se sont consacrés à des joutes artistiques. Ce diptyque est donc très complémentaire de celui du musée de Cluny. Et quand bien même celui du musée de Cluny vient d'une collection dijonnaise, on ne peut pas imaginer une seconde que ce soit le même diptyque, parce que les registres de l'amphithéâtre ne sont pas en raccord. Donc nous avons déjà 2 feuillets qui nous manquent, ce qui nous donne une perspective sur le nombre de feuillets d'Arébindus. Sur un diptyque très extraordinaire, non plus feuillet, conservé à la Bibliothèque nationale de France et longtemps présent dans le trésor de la cathédrale de Bourges, nous avons avec Anastasius Probus, élu consul en 517, une composition qui n'est pas sans faire penser à celle que vous venez de voir, mais dans un style très différent, dans un achèvement artistique plus abouti, soyons clairs, avec un registre inférieur qui est moins large, qui est consacré au jeu, mais qui existe tout autant, et le même système. Ma photo n'est pas extraordinaire, pardon, c'est celle de nos collègues de la BNF. Il aurait mieux valu que je vous mette les 2 feuillets bien à plat, mais vous apercevez quand même qu'il y a le même jeu sur le feuillet dextre, qui est à notre droite, puisqu'on le regarde par l'arrière, de l'amphithéâtre, avec la forme d'hémicycle et les spectateurs qui sont autour, une scène de Vénatio. Et sur le côté gauche, c'est un peu plus difficile, surtout que je ne vous en donne pas une bonne image ici. Vous avez 2 registres à l'intérieur du registre inférieur. D'une part, une femme qui semble mener des chevaux, 2 femmes qui sont des guerrières, peut-être des Amazones, qui mènent des chevaux. Sommes-nous dans un hippodrome? Peut-être bien. Et en dessous, un groupe à gauche qu'on identifie assez mal. Daniel Gabory-Chopin a proposé des miracles, une guérison d'un aveugle, peut-être donc un sujet qui peut être chrétien, sous toute réserve. Et à droite, clairement, ce sont des acteurs de théâtre, qui sont des masques de théâtre, contexte qui va bien, donc avec toute la variété des jeux qui se déroulaient lors de ces célébrations. Alors je parlais tout à l'heure du Circus Maximus sur le diptyque de Brescia. Ici, nous sommes plus probablement dans l'hippodrome de Constantinople, puisque nous sommes en 517, lequel hippodrome, vous le savez, est encore totalement visible et compréhensible dans l'espace entre la Mosquée Bleue et Sainte-Sophie. Ce bref panorama de certains feuillets montrant cette hiérarchie entre dignitaires et le peuple est transcendé par ce passage d'un registre à l'autre qui forme un peu comme dans les gradins de l'amphithéâtre où les choses ont été très hiérarchisées à partir d'Auguste qui a voulu qu'on ne mélange plus tout le monde de manière à rendre bien claire la hiérarchie du système politique dans l'espace. C'est cela qui se joue et qui est totalement compréhensible par celui qui regarde cette image qui est contemporain de sa production. La revendication, qui est une forme de volonté de la permanence de la culture romaine, est aussi toujours au Ve siècle ou au début du VIe, entre la fin du IVe et le début du VIe, une volonté d'acculturation des provinces de l'Empire. J'allais dire comme au premier jour. On est toujours dans cette même affaire de la marque de Rome. Et certains ivoires gaulois nous en sont l'attestation. Ivoires gaulois parce qu'ils sont présents, on le sait, depuis très longtemps dans le patrimoine des trésors d'église du royaume franc ou carolingien, ou du territoire carolingien, mais aussi parce que la facture fait qu'ils ont des rapprochements avec ces ateliers de Gaulle, dans l'est de la France, qui traversent la rupture chronologique de 476
pour incarner un art gallo-romain, probablement ici encore, et un art franc tout de suite après, au milieu du 5e siècle de notre ère. Vous voyez sur ces feuillets, qui ne nous réservent pas par une épigraphie le nom du consul qui est sur le registre supérieur, se dérouler dans un style bien différent, dont le caractère légèrement gauche contribue à faire penser qu'il est gaulois, plutôt que proprement romain au sens de proche du palais pour sa fabrication, pour sa création, mais l'iconographie est bien celle de la Venatio avec une chasse à l'ours. Ce diptyque a été attribué sur hypothèse, éventuellement, par la base d'un rapprochement avec un missorium de 434 conservé au musée archéologique de Florence, qui appartenait à Aspar. Ce grand plat en argent présente des formules qui peuvent faire penser qu'on est aux environs des années 430-440, en étant très prudent quand même dans cette hypothèse de travail. Le musée du Louvre possède le frère en termes de style de ce diptyque de Bourges, avec les mêmes enjeux qui sont à l'œuvre, une création probablement gauloise qui caractérise le désir d'acculturation par les Romains jusque très tard, par le biais de cette image des jeux populaires dans le cirque, et ici des Venationes, de la population qui est évidemment, plus on est loin du centre du pouvoir, plus forte est la porosité aux nouvelles volontés, aspirations à la fois spirituelles et politiques. Je le disais tout à l'heure, comme avec le diptyque de Saint-Pétersbourg, il n'est point besoin de montrer forcément les spectateurs pour qu'ils soient là dans l'image. C'est le cas de cette œuvre qui est un seul feuillet, qu'on peut considérer légitimement comme un des plus grands chefs-d'œuvre de la sculpture sur ivoire romaine, qu'on suppose avoir été sculpté à Rome avant 450, et qui nous montre sur le haut de la scène toujours des dignitaires qui ne sont pas reconnaissables dans la mesure où il n'y a pas d'épigraphie, et des jeux du cirque en bas, avec une insistance portée sur une spécificité pour ce qui est des fauves, puisque ce sont de magnifiques cervidés qui sont ici en train d'être combattus par des belluaires. Et l'artiste, le sculpteur, qui est un immense artiste, a su concilier le topos de représentation des jeux du cirque, avec une étude de la faune naturaliste extraordinaire, en se plaçant directement du point de vue du geste artistique dans la tradition des plus grands maîtres antiques, notamment les maîtres alexandrins, y compris même dans l'aspect de recherche perspective. Si vous regardez la manière dont les pattes des animaux s'enchevêtrent, nous sommes vraiment dans une réalisation d'une virtuosité qui ne laisse pas d'éblouir. Et cette mise en perspective et le rapport au portrait, lui aussi assez stéréotypé de nos personnages au-dessus du cirque, nous inscrivent vraiment dans ce rapport au peuple extrêmement ambigu. Le dignitaire est en train d'organiser un jeu de séduction avec cette compétition à haut risque qui est stigmatisée depuis presque les origines par les penseurs, et en même temps, il est lui-même montré comme un stéréotype quand l'attention de l'artiste se porte de manière plus sensible sur ce qui se joue dans le registre inférieur. Je l'ai souligné en ouverture et je l'ai dit pour Nicomaque et Simac, l'élite joue donc forcément l'idée d'une double respiration entre la légitime intégration des aspirations religieuses, et notamment des aspirations très populaires de ce monde chrétien qui a émergé, tout en lui faisant subir, littéralement incarné par les figures stéréotypées, le poids de la tradition. Et cette tradition passe par une certaine aspiration également au respect de ceux qui sont toujours restés païens dans ce monde devenu singulièrement chrétien. Et cette double ouverture de champ, j'aime assez la montrer en ayant conscience que je prends la liberté d'historien de l'art, mais c'est pour ouvrir un peu l'imagination, sur le fait que les artistes eux-mêmes sont totalement bilingues. Vous voyez ici à gauche un feuillet que j'ai eu le bonheur de pouvoir faire acquérir grâce à un mécénat de la Banque de France au musée de Cluny il y a quelques années, et qui se trouve être un ivoire qui représente le Christ trônant entre Paul et Pierre, registre supérieur, et au registre inférieur, deux anges qui se dirigent avec des pyxides vers une croix probablement nimbée d'un textile. Un sujet, donc, une iconographie tout à fait chrétienne. C'était d'ailleurs l'intérêt principal pour moi de l'acquisition, puisque, hors une pyxide, le musée de Cluny n'avait pas de grands ivoires à motifs chrétiens
du début de l'histoire des ivoires byzantins. Ici, nous sommes vers 506, je pense. Pourquoi je le pense? Parce que notre homme, Arébindus, n'est pas sans faire penser, en ne projetant pas une assonance comme celle des 2 premiers ivoires de Brescia que nous avons vus. Ce n'est pas le même atelier, ce n'est pas le même artiste. Mais nous sommes dans la même manière, le même leitmotiv de représentation, plutôt du début du VIe siècle. Et si je tiens mon propos en vous les montrant tous deux, c'est pour vous exprimer combien les artistes eux-mêmes répondent de manière bilingue à la commande, suivant le contexte de commande. Soit nous sommes dans cet ancrage antique de la représentation de la Rome de toujours, si je puis m'exprimer ainsi, soit nous sommes dans cette nouvelle forme d'iconographie, mais les deux sont parfaitement conciliables dans le geste artistique. C'est ce bilinguisme qui est formidablement intéressant et qui se joue parfois, quand bien même sommes-nous dans un sujet exclusivement chrétien, puisque vous avez là un autre des chefs-d'œuvre de l'art de l'ivoire romain, créé vers 400 probablement, ça on peut le dire par la dimension très classicisante du style de la sculpture, sans trop de risque de se tromper. Et là, nous sommes dans une proposition de diptyque totalement chrétien, puisque nous avons les scènes de la vie de Saint Paul du côté gauche de l'image, et puis à droite, nous avons Adam. Mais simplement, si vous portez un regard sur cet Adam, vous y voyez qu'il est traité exactement comme Apollon ou un jeune Bacchus dans ce monde d'animaux merveilleux superposés qui évoque le monde des Vénationes, finalement un Éden où le Belluaire serait ce jeune dieu extraordinaire qui se trouvait transposé dans l'univers de la Bible. Donc des pratiques artistiques et des jeux de correspondance qui, j'espère sans avoir trop tiré vers moi la double proposition de peuple et de jeux qui m'avait été faite, vous montrent que l'iconographie des jeux, du pain et des jeux, est là, dans ce monde de la fin de l'Empire romain, pour souligner à la fois le rapport du pouvoir élitaire au peuple, dans une dimension de projection populiste pratiquement, d'entretenir ce qui plaît au peuple, mais en même temps montrer que cette tradition issue de l'époque républicaine, au temps de la splendeur conquérante, est toujours fortement inscrite dans les mentalités du monde romain, puisque l'on juge que c'est suffisamment important pour en faire une formulation iconographique sur des œuvres aussi exceptionnelles et somptuaires que les diptyques. Il y a de surcroît, à l'évidence, comme je le disais plus tôt, une forme de revendication traditionnelle des empereurs et du monde du système politique, sénateurs et consuls, face à ces forces chrétiennes qui ne sont pas si nouvelles à l'époque de la fin du IVe siècle et qui sont très volontiers revendiquées par des personnages venus de l'extérieur. C'est ce que je disais pour Silicon, les barbares ont formé force révolutionnaire auprès des chrétiens contre le système romain, le sapant peu à peu. Finalement, pour en revenir à la fin de mon propos à Juvénal, avec qui j'ai commencé, dans sa satire 11, il parle du peuple de Rome et il dit « Soit dit sans vouloir froisser le peuple qui déborde, Rome est aujourd'hui tout entière au cirque. Dans ce cirque se joue ce qui occupe le peuple et ce qui lui fait éventuellement oublier certaines des préoccupations que le pouvoir n'a pas envie de lui voir prendre forcément trop en charge. Ambiguïté donc entre permanence des usages, nouveaux temps et nouveaux temps religieux singulièrement, qui se trouvent comme prolongés par l'histoire des objets. J'aime beaucoup ces correspondances, puisque ces objets, s'ils ont réussi à traverser le temps, c'est grâce aux chrétiens, et pas seulement quand leur iconographie était chrétienne, puisque vous le savez, c'est dans les trésors d'église préférentiellement qu'ils ont été conservés, parfois plaques de reliure, parfois conservés comme objets merveilleux. Et je terminerai en clin d'œil pour revenir au jeu, cette fois-ci de plein pied au Moyen-Âge, avec l'un de ces diptyques romains qui a été conservé à travers le temps, avec une iconographie que vous voyez ici sur la gauche de l'image, qui est très clairement une iconographie chrétienne. On pense que ce diptyque était en Auvergne, et l'un des deux feuillets d'ailleurs est un dépôt au musée du Louvre de la part du musée Crozatier du Puy. Et vous voyez ici que, alors que vous avez sur un côté une scène chrétienne, vous avez sur l'autre côté, sculptée au 5e siècle, où l'on retrouve Saint Paul, vous avez de l'autre côté une sculpture qui appartient à l'époque romane, ciselure
d'entrelacs et de petites pointes. Peut-être avez-vous reconnu un plateau de tric-trac. Et je trouve cet objet très attachant, et je l'ai montré dans l'exposition Art du jeu, vous avez eu l'amitié de rappeler, parce qu'il vient conclure de façon un peu détournée mon propos sur le rapport au ludique du peuple, sur la relative schizophrénie qui existe entre la pratique du religieux et la pratique du jeu, puisque vous le savez, au-delà des jeux du cirque fortement condamnés par Juvénal et d'autres pamphlétaires antiques, le jeu lui-même, dans cette démarche populaire de dérivatif, a été condamné à bien des égards par le monde chrétien, après qu'il ait été un des outils probablement d'échange et de montée en puissance d'une nouvelle manière d'aborder le monde à l'époque romaine. Je l'ai fait en 50 minutes, j'ai peut-être parlé trop vite, parce que je me suis dit après 18 heures, ils sont que 3, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller boire un verre. Vous n'avez même pas posé de questions. Mais je vous remercie vraiment d'avoir été là, parce qu'il y a un petit côté quand même valeureux pour vous d'être venu. J'espère que ça ne vous a pas fait regretter d'être resté. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute.